compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Comment ça va, Steph? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Et une autre personne, en fait, une autre équipe qui va très bien, c'est les Stingers de Concordia qui ont connu une saison parfaite. Donc, elles l'ont fait. On en parlait dans les dernières semaines. Une fiche de 25-0. Ouais. C'est la perfection des plus parfaites, si on veut, hein, de ce côté-là. Absolument, on utilise rarement ce mot-là dans le sport. On dit toujours qu'il n'y a rien de parfait, mais elle joue pour 1000. Vraiment quand même là, une campagne très, très impressionnante là, du côté des Stingers. Une équipe avec beaucoup de profondeur. Vraiment, là, beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe-là. Donc, on le voit là, au niveau Bishop cette année qui a terminé deuxième devant les Carabins. Puis l'Université d'Ottawa là, qui a été capable de conserver le quatrième rang, qui était quand même disputé là, chaudement, je peux dire, avec Carleton. Et cette année, bon, une année difficile un petit peu pour McGill. Donc, on voit quand même aussi la différence. On parle souvent de top 3. On le voit vraiment bien, les gens. Là, on voit qu'on passe des plus. Le troisième étant le Carabin de l'Université de Montréal. On est dans le plus. Ensuite, on est dans le moins 20 au niveau d'Ottawa. Fait qu'il y a quand même un écart différent, un écart important, pardon. Donc, assurément, une campagne, je dirais, un peu plus échevelée. Oui, là, il y a Concordia vraiment qui est parti en train puis qui a pas arrêté. Par contre, il y a beaucoup d'écarts, plus d'écarts souvent que les autres, que pour d'autres années, par rapport à souvent pour troisième, quatrième place, c'était plus serré. Là, cette année, c'était vraiment bon, Concordia tout seul, Carabin, Bishop. Puis par la suite, là, le reste qui revient comme tu le montres bien. Donc, on est dans les moins, là, moins 20, moins 36, moins 47. C'est sûr que c'est un peu polaire comme chiffre. En même temps, bon, l'Université d'Ottawa, 2 changements d'entraîneur dans les derniers mois. Donc, c'est quand même beaucoup de changements pour une équipe. Elle faisait beaucoup mieux en fin de la saison, mais assurément que si FanDuel là, prenait les cotes pour les séries, c'est sûr qu'il faut quand même s'attendre à ce que Concordia contre Ottawa, ça soit probablement en 2 matchs. Alors que plus difficile à prédire, là, Bishop et Montréal, chacune des équipes a gagné contre l'autre cette année. Et cette année, c'est pour la première fois, c'est Bishop qui a l'avantage de la glace. Donc, ça va être une série serrée, qui devrait être serrée et intéressante. Mais c'est ça, comme tu en parles, en fait, on passe aux éliminatoires. On le sait, ben, il peut toujours avoir des surprises. Donc, c'est vraiment les 4 premières équipes qui vont s'affronter puis qui vont espérer remporter le titre québécois d'ici la fin de l'année. Oui, exactement. Puis en même temps, ben, quand on regarde la force des équipes, bon, disons qui ont fini 1 et 2, donc les 2 meilleures équipes, bon, c'est sûr que la profondeur, le talent offensif de Concordia, on pourrait nommer des noms, là, beaucoup, beaucoup de leadership au niveau des mi-fecto, leurs capitaines. Ils sont déjà allés aux 2 dernières finales nationales au niveau du championnat canadien. L'ont gagné il y a 2 ans, perdu en prolongation l'an passé, alors que c'était à l'Université de Montréal. Puis Bishop, ben, c'est sûr qu'il compte sur la meilleure recrue au niveau universitaire. Donc, elle a même battu le record de Mélodie Daou. Pour sa saison recrue, Mélodie avait fait 42 points en 20 matchs. Gabriel Santerre à Bishop a fait 45 points en 25 matchs. Donc, c'est sûr que le ratio de Mélo est un petit peu plus élevé, mais c'est quand même exceptionnel. Donc, c'est certain que beaucoup de l'avantage numérique et de la puissance offensive de Bishop passe par une Gabrielle Santerre. Assurément, là, les joueurs stop là, dans les 2 équipes de tête là, ressortent beaucoup offensivement. Et on le voit aussi là, au niveau du nombre de buts marqués par les 2 équipes. Puis là, on parle évidemment du championnat québécois, mais par la suite, il va y avoir le championnat canadien aussi qui va suivre également. Et là, t'en parlais, Concordia encore veut pas des attentes encore cette année, qui est une fiche parfaite. On veut pas simplement arrêter en saison régulière, on veut aller tout rafler d'ici la fin de l'année. Oui, puis comme tu mentionnais là, au niveau du format des séries, l'important dans le RSEQ, du moins jusqu'à cette année, parce qu'on le sait, il y a 2 équipes qui quittent l'an prochain, donc à voir comment ça va fonctionner, mais il faut gagner la demi-finale. Donc les demi-finales sont cette semaine. Donc les matchs sont le jeudi, le samedi et au besoin le dimanche. Donc tout le monde joue en même temps. Et puis quand on gagne notre demi-finale, on est automatiquement classé pour le Canadien. Donc il y a 2 équipes par conférence qui sont représentées. Cette année, c'est en Saskatchewan, à l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. Donc, l'Université de la Saskatchewan, évidemment, est d'emblée qualifiée. Donc, à ce moment-là, ça va être soit le champion de l'Ouest et la Saskatchewan, si
la Saskatchewan, dans le fond, peu importe, le champion va se rendre et advenant que la Saskatchewan remporte le championnat de l'Ouest, à ce moment-là, ça serait la Saskatchewan et pardon, et le finaliste. Donc, au Québec, ici, les deux qui vont gagner, là, dimanche ou plus tard, on va savoir qui se qualifie pour le Canadien. Ensuite, ben, c'est sûr que la finale RSEQ est quand même importante. Tout le monde veut remporter un titre. Puis en même temps, ça nous place mieux dans le boulier au niveau du classement canadien qui permet de jouer contre une équipe là, qu'on espère toujours, si on est capable, soit un peu plus faible ou du moins faible, le mot, peut-être pas le bon mot parce qu'il est rendu là, quand on a 8 équipes nationales, on a du très haut niveau. Mais c'est sûr que ça peut avoir des rencontres avantageuses quand on est mieux classé. Mais oui, Concordia, évidemment, arrive là avec la cible dans le dos que tout le monde va vouloir empêcher de retourner pour une troisième finale et de gagner un deuxième titre en 3 ans. Ouais, puis veut pas même au-delà de justement être mieux classé, ça permet aussi d'arriver, si on veut, dans des bonnes impressions au tournoi, de remporter justement la RSEQ. On est comme sur une bonne lancée pour par la suite le championnat canadien. Oui, absolument. C'est rare qu'on va dire, oh, tu sais, c'est plate, on a gagné. On a plus le sentiment de, oh, on avait un bon momentum, exemple, avec après avoir gagné dans une demi-finale. C'est sûr qu'il y a une excitation. On sait qu'on est classé pour les Canadiens, donc assurément qu'il y a une pression qui descend. Je peux vous garantir que les entraîneurs et les joueurs sont vraiment... la semaine de la demi-finale, là, c'est une semaine qui est intense, donc c'est vraiment quelque chose. Sinon, du côté de la LPHF, donc on souhaite en parler également, on va aller voir pour commencer le classement actuel. Ouais. C'est très serré, en fait. Ben, on semble avoir peut-être un trio de tête qui se détache peu à peu, mais pour la 4e position, qui donne accès aussi aux séries, c'est très serré entre Ottawa, New York et Boston. Puis on s'en parlait, bon, avant d'enregistrer, évidemment, le différentiel est très, très intéressant. Toutes les équipes sont à peu près sur un pied d'égalité, donc les équipes ont bien fait leur travail au début de saison lors du repêchage pour créer des équipes équilibrées. Oui, exact. Donc, en même temps, d'ici, il commence à avoir plus de blessures. On a vu une Tyler Heisey, on a vu ici Lashkova à Montréal là, qui sort des joueurs qui sont hors de l'alignement. Ça a même permis à Catherine Dubois là, de signer un contrat professionnel comme joueuse permanente ici à Montréal. Donc, super nouvelle pour l'ancienne capitaine des Carabins et ancienne joueuse de la Force également. Donc, c'est le fun, cette parité-là. Tous les matchs sont très serrés. On le voit à beaucoup de victoires et de défaites en prolongation. Je pense que l'aspect des points est intéressant. Assurément, je vais vouloir faire, quand la saison va s'approcher de la fin, le calcul si ça avait été des matchs classement style LNH, hein, parce que c'est sûr que la mise en jeu du 3 points, donc on voit Montréal, évidemment, quand même, c'est 4 défaites, mais il y en a 2 en prolongation, donc c'est quand même un petit point qu'on va grappiller ici et là. Donc, elle serait à 18, donc encore plus proche Toronto, un début de saison extrêmement difficile et toutes leurs défaites pratiquement sont à la régulière, alors qu'elles ont même une victoire à la régulière de plus que Montréal, mais sont 3 points derrière. Donc, il y a eu des écarts aussi. Je crois qu'à un certain moment, Toronto a perdu, si je me rappelle bien, 5-1. Je dois t'avouer que je ne me rappelle pas de l'adversaire, mais à un moment donné, je sais que ça a été comme ça. Ça a été le résultat, pardon. Donc, j'ai hâte de voir si, dans un classement, si on veut dire NHL ou régulier qu'on voit davantage en Amérique du Nord, ça aurait eu un impact différent du 1-1 ou du 2-1 point, etc. Mais là, il reste encore quand même pas mal de hockey, un peu plus d'une demi-saison à jouer. Mais assurément que la compétition à chaque match est très, très, très féroce. Ouais, puis je vais être franc, moi, de mon côté, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup cette facette-là du classement, du fait qu'une victoire en temps régulier vaut plus qu'en prolongation. On le voit, par exemple, le Canadien Montréal qui a gagné beaucoup, beaucoup de ses matchs en prolongation de barrage. On reste dans la course, mais théoriquement, on n'arrive pas à gagner en temps réglementaire. Donc, selon moi, de créer cet écart-là, c'est intéressant. Puis ça donne aussi peut-être plus de points des équipes qui pourraient, à ce moment-là, faire un meilleur parcours éliminatoire par la suite. Là, je parle évidemment de Ligue nationale dans ce cas-ci. Ouais. Également, du côté des foules, c'est très intéressant. On en avait parlé au Scotiabank Arena. Donc, on avait un match entre Montréal et Toronto qui a fait sale-combe, si je ne me trompe pas, et qu'on a Oui, atteint un nouveau 19 record. 19 300 quelques. Là, le maximum plein, comme si c'était les Maple Leafs qui jouaient. Donc, oui, super, super nouvelle. Donc, ça crée un engouement. Le spectacle est bon. Les gens apprécient. Ceux qui connaissent moins le hockey féminin, bon, c'est sûr que ceux qui connaissaient ça, ceux et celles qui connaissaient ça, qui le suivent depuis des années, les autres
c'est comme ils ont l'occasion d'en voir à chaque semaine, donc c'est sûr qu'eux autres, ils ne pourraient pas demander mieux. En même temps, ceux qui connaissaient moins puis qui se sont dit, bon, on va aller voir un peu le buzz, apprécient le spectacle, apprécient la physicalité, les échauffourées, on va se le dire, là, ça fait partie du hockey, c'est quelque chose qui est souvent vanté au niveau masculin, même si des fois ça dépasse les bornes, pardon. Mais assurément que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, là. Plus de mise en échec, c'est un peu plus physique. Les filles, petit scrum, on peut pas faire de face wash parce qu'on a des grilles, mais vraiment, le classique regroupement autour du filet ou le chamaillage. Donc, ça ajoute un aspect. Puis la compétition, elle est vive. Puis même si les joueuses à la base, beaucoup sont amis dans la vie ou même sont coéquipières, c'est sûr que quand on a le chandail de la LPHF, il n'y a pas d'amis à ce moment-là. Non, puis même, tu sais, là, on parle évidemment de Scotiabank Arena, mais même à la Place Belle, on a vu, on dirait, plus les matchs avancent, plus ça s'est rempli. La dernière fois, la dernière partie, c'était Salcombe le dimanche. Donc, on voit que c'est pas simplement l'engouement des premiers matchs, on veut voir c'est quoi, ça se poursuit, ça se maintient au niveau de la Ligue. Là. Oui, absolument. Puis, assurément, au-delà des attentes un peu de tout le monde, nous, ici, avec le centre, on a travaillé fort pour qu'il y ait une équipe qui se situe à Montréal, qui puisse s'entraîner dans un environnement pro. Puis, on continue à le faire au quotidien. Donc, de voir que les gens répondent, c'est très, très agréable. On le sait aussi, les matchs à Verdun se vendent très bien. Donc, les gens demandent des billets. Donc, c'est vraiment super positif. Je pense qu'il y a déjà une bonne base qui se crée, puis ensuite, ça va être de maintenir cet engouement-là, puis de continuer à offrir un bon spectacle. Mais c'est sûr que la deuxième partie de la saison va être un enjeu aussi, un enjeu physique, un enjeu. Les joueurs n'ont pas joué beaucoup dans les dernières années, surtout pas au rythme où ils vont aujourd'hui. Là, je suis présentement justement au centre et l'équipe de Montréal quittait pour jouer demain à New York, donc mercredi soir à New York. Donc, tout le monde entraînement, ensuite on mange un peu, ensuite on s'en va dans l'autobus, on quitte, donc, il y a beaucoup de... C'est des gros volumes. Donc, on espère que le plus de joueurs vont pouvoir rester en santé pour continuer à donner un aussi bon spectacle. Oui, on le souhaite évidemment. Et comme tu le mentionnes, on arrive à la mi-saison. Donc, c'est une saison de 24 rencontres. Les équipes ont joué 10, 11, 12 matchs. Donc, d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir une idée du classement final, si on veut, de mi-saison. Et par la suite, ce que les équipes doivent faire pour se maintenir au sommet ou rattraper le retard accumulé en première moitié de saison pour espérer accéder aux éliminatoires par la suite. Oui, exact. C'est vraiment cet enjeu-là. Là, puis c'est un des objectifs là, qui est poursuivi. Super. Ben, écoute, un gros merci, Steph, et on s'en parle la semaine prochaine. À la semaine prochaine.